Bonjour tout le monde et bienvenue à ce direct Lincoln. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Steve Lavoie, qui est le président et chef de direction de la Chambre de commerce et d'industrie. Donc, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir Steve. Bonjour Steve. Salut François, merci beaucoup de l'invitation. Je suis très honoré. Ben écoute, l'honneur est partagé pour moi et aussi pour les auditeurs parce qu'aujourd'hui, on va s'amuser à discuter. On va s'amuser. Oh, c'est clair qu'on va s'amuser. S'amuser. Deux bonhommes comme nous, on veut rigoler un peu. Le plaisir fait partie Effectivement. de nos motifs directeurs. Donc, parmi les sujets aujourd'hui, on va parler de mobilité, de main-d'œuvre, on va parler d'infrastructures, entre autres des infrastructures qui font le sujet de l'actualité pas mal depuis quelques mois, quelques années. Donc, mémoire sur l'immigration également. On va discuter également d'un certain sondage Angus Reid, qui est sorti en début d'année et qui mentionnait des éléments concernant la décroissance de la ville de Québec. Et on va parler, bien entendu, d'une foule d'autres sujets. Donc, t'es prêt? Je suis prêt. Go! On y va! on lance les discussions. Donc, Fait que tu lances pas les hostilités. non, ce ne sont pas des hostilités. Dis-moi, quand on parle d'infrastructure, Steve, on peut parler du port de Québec, on peut parler de l'aéroport de Québec, on peut parler aussi de toute la mobilité au niveau urbain. Donc, on parle de troisième lien, on parle de tramway également. Non? Mais tout de suite, j'aimerais t'entendre parler. Tiens, on va commencer avec un sujet chaud d'actualité, celui là, de la mobilité à l'intérieur de la ville. Donc, quelle est la position de la Chambre de commerce? Comment vous voyez ce dossier-là, puis comment vous êtes impliqué comme Chambre de commerce à l'intérieur de ce dossier-là? Écoute, le sujet est d'actualité depuis plusieurs années. Je ne suis pas surpris de la question, mais plus sérieusement, la mobilité à Québec, ça fait plus de 20 ans que la Chambre de commerce, on milite pour améliorer les réseaux structurants de transport en commun ici. Tout le monde a entendu les arguments, Shelbyville en Amérique du Nord de 500 000 habitants et plus, pas de réseau structurant et ainsi de suite. Alors, c'est clair que la Chambre de commerce milite pour améliorer les installations au Québec. Améliorer les installations des infrastructures pour les entreprises, mais pour attirer des investissements ici, attirer de la main-d'œuvre et ainsi de suite. Et toute l'offre de transport en commun sur le territoire de la Ville de Québec, ça fait plus de 20 ans qu'on demande de l'améliorer, toute la structure. Alors, ça prenait vraiment ces annonces-là pour aller de l'avant. Parce que présentement, tout ce qui est routier, on parle d'autobus, tout ça, il y a certains secteurs qui ça atteint une limite. Parce que les gens disent, mettez plus de l'autobus, ça donne rien, ils sont tous une en arrière de l'autre en train d'attendre à la prochaine lumière, en partageant la voie avec les autos. Alors, ça prenait vraiment, dire, une colonne vertébrale. Puis quand on parle de réseau structurant, souvent les gens disent, ouais, mais c'est quoi un réseau structurant? Souvent, c'est du transport lourd. C'est un métro léger de surface, c'est un tramway. C'est pas un SRB, c'est pas des autos. Souvent, il faut que ce soit une structure comme ça qui permet après ça de déployer sur la grandeur du territoire en banlieue les autobus, un peu comme une toile d'araignée. Alors, c'est ce qui manque à Québec depuis très, très longtemps. Même, on a fait un mémoire qui s'appelait la Vision 2025 de Québec, qu'on a mis à jour il y a quelques années, la Vision 2035. Et on parle beaucoup de mobilité moderne, de s'amener dans la prochaine des années 2000 à dire il faut améliorer toute la mobilité, que ce soit des personnes ou des marchandises à Québec, il faut améliorer de façon importante. Alors, nous, notre rôle, c'est vraiment comme on dit, de promouvoir, d'être la voix des gens d'affaires. Parce que les gens d'affaires n'ont pas le temps de commencer à prendre le micro puis à aller dire, aller rencontrer les gouvernements, à dire c'est quoi nos besoins, tout ça. Alors, nous, c'est notre rôle. Nous, c'est notre rôle et on représente tous les secteurs d'activité, que ce soit du restaurant au manufacturier. Alors, on est vraiment là-dedans au niveau de la mobilité. Puis dis-moi, qu'est-ce qu'en disent, parce que vous devez avoir des sondages à l'interne ou encore des occasions d'avoir des rencontres publiques ou en comité restreint, hein? Mais la communauté d'affaires, là, tout de suite, est-ce qu'elle a une position qui est clairement définie? Est-ce que ça va aligner avec la position de la Chambre de commerce? Bien, la façon qu'on fonctionne, puis tu sais, ça sera jamais, on n'aura jamais de sondage à 100 OK. Les questions sont, tout le monde le sait. C'est que ce qu'on travaille beaucoup, c'est avec des données, c'est-à-dire des études, des sondages. Okay. Effectivement, quand on fait des sondages, on voit les dernières années, on a fait des sondages avec les firmes légers
qui est une firme crédible au niveau des sondages. Tout le monde la connaît. On a même des moins de 4 de marge d'erreur. Alors, on va quand même se chercher des sondages au niveau des communautés d'affaires bien répartis de tous les secteurs, au niveau de nos dirigeants, pour avoir un peu leur opinion. On attache à ça beaucoup des études économiques. C'est quoi les besoins pour la ville pour se développer les prochaines étapes? Parce qu'on sait que des infrastructures, c'est sur beaucoup d'années. Alors, on va s'allier aussi des études à ça. Alors, ce qui fait qu'on est capable de dire, OK, voici les besoins, voici ce que les gens ont besoin. Et on travaille beaucoup sur le besoin plutôt que le moyen. OK. Et ça, c'est une nuance importante parce que on n'est pas des ingénieurs. On n'est pas des ingénieurs, on n'est pas des professeurs, on n'est pas des chercheurs. Et souvent, les gens d'affaires non plus. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on dit, nous autres, c'est quoi le besoin? Le moyen, on laisse ça aux experts. Et on laisse ça aux experts trouver c'est quoi le meilleur moyen pour répondre aux besoins. Alors, quand on parle de mobilité, le dernier sondage qu'on a fait sur la mobilité dans la région, on leur disait, c'est quoi votre top 3 sur une dizaine de questions? Puis, les 3 premiers, le premier, ça a été, puis tout le monde a été surpris, mais en même temps, on a dit, on est rendu là. La première priorité, François, c'était, quand on parle de mobilité, il faut que ça réduise les gaz à effet de serre. Oh, wow! Il y a 10 ans, on avait fait un sondage avec Léger, puis on parlait de développement durable, puis l'importance du développement durable, c'était 1 10 ans plus tard, quand on parle de mobilité, les gens d'affaires, c'est à 89 c'est la réduction des gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est la fluidité entre les deux rives. Puis le troisième, une meilleure offre de transport en commun sur le territoire. Alors, puis on avait posé la question, l'élargissement des autoroutes, ça est sorti beaucoup plus bas des priorités, mais il y a 10 ans, certaines des priorités. Alors, les gens sont de plus en plus informés, connaissent un peu plus les réalités, voient que le réseau routier, même si on l'élargit, puis on l'élargit, puis on l'élargit, on ne réglera pas le problème de toute manière. Alors, et les gens sont beaucoup plus informés à savoir l'environnement, l'importance. Alors, oui, on sonde beaucoup et ça change un peu nos positions. Parce que gaz à effet de serre, et dans un sondage qu'on a fait il y a 1 an sur les priorités des gens d'affaires, on a osé leur poser une question. C'est quoi la priorité quand on pense de développement économique? C'est-tu l'économie en premier? C'est-tu l'environnement? Ou les deux ont un poids égal? Sais-tu qu'il y a combien de personnes qui ont répondu c'est un poids égal? Vas-y. 2 sur 3. Wow. 66 des gens ont dit l'environnement dans les décisions de développement économique, l'environnement et l'économie doivent avoir un point égal dans la décision. On n'est plus il y a 10, puis 15, 20 ans, alors, puis 17 seulement environnement, puis 17 seulement économie. Ouais. Souvent, c'est ceux-là qu'on entend le plus fort. Alors, souvent, la majorité silencieuse dans le milieu dit non, on va le faire, mais ensemble. Alors, on ne peut plus faire des projets. Alors, c'est pour ça que je reviens à ta question de départ. C'est quoi votre positionnement? On collige toutes ces informations-là, plus de discussions avec les gens d'affaires. Moi, j'ai toutes les semaines, tous les jours pratiquement, je suis avec les gens d'affaires. Alors, c'est de colliger toute cette information-là, puis de dire, puis de tracer une ligne, dire, ça va être ça notre ligne. Ça va être ça notre position. Okay? Parce que c'est celle, je pense, qui rassemble le plus les gens, mais aussi qui représente ce qu'ils pensent aujourd'hui, puis ce qu'on devrait être Québec plus tard. Alors, c'est beaucoup d'infos, ouais. Mais c'est vraiment comme ça que les lignes quand je suis en entrevue, quand je suis... C'est vraiment basé sur des données et tout colligé ensemble. Et non, Steve Lavoie, lui, ce qu'il pense ou quoi que ce soit. On n'est pas là. On n'est pas là. C'est ça. Puis, on sait très bien, dans le rôle que tu occupes, c'est un rôle où tu représentes la Chambre de commerce et d'industrie, non pas le tien, non pas celui d'un tiers parti non plus. Mais dis-moi, c'est quand même tranchant comme chiffre, comme statistique, là, sur 10 ans. Hein? Maintenant, mais écoute, je vais te parler... puis sens-toi bien à l'aise, d'acceptabilité sociale. Parce que là, je vois là, qu'au niveau des sondages, puis je le sais, j'ai vu des chiffres aussi, là, de même nature que ceux que tu nous partages, mais au point de vue de l'acceptabilité sociale, parce qu'il y a une éducation qui a été faite, parce qu'on est passé d'il y a 10 ans à aujourd'hui à un autre statut. Donc, il y a une acceptabilité, ça c'est sûr, au niveau des entreprises puis des grands organismes. Maintenant, au niveau de l'acceptabilité sociale, est-ce que la Chambre de commerce, par exemple, a une idée sur quel point travailler pour rendre les projets qui sont là, OK, faisables, réalisables? Tu as raison, François. L'acceptabilité sociale est une dimension qu'aucune entreprise ne peut ignorer aujourd'hui. Avant ça, c'était on monte un projet, on le termine, on le présente, puis on le fait. Oui. Ça ne marche plus. Quand on pense à un projet, il faut tout de suite commencer à réfléchir qui va être impacté, comment il va être impacté, qu'est-ce qu'ils vont en penser. Les gens, ils veulent faire, parce que souvent, ça se fait dans notre environnement, puis on ne peut plus
dire, OK, les entreprises ont fait ci, puis on fait ça, puis on... Alors, les processus est différent. Tu sais, quand on rencontrait les entreprises, on rencontrait les gens, et c'est ça que nous, on joue un rôle d'influence auprès des entreprises, auprès des gouvernements, parce qu'on parle à la communauté, mais c'est de conseiller à certains niveaux. Je suis souvent appelé pour dire, t'en penses quoi? Ouais. Ben, c'est le type de choses qu'on répète. On commence par consulter, on a un projet, vous en pensez quoi? Pour que les gens, à chacune des étapes, aient l'impression d'avoir été entendus, d'avoir été écoutés, d'avoir été compris, ce qui fait qu'à la fin, le projet va refléter beaucoup plus leurs valeurs. Et juste, on le sait dans la vérité tous les jours, juste avoir le sentiment d'avoir été écouté, ça fait toute la différence. Alors, ça a changé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets que je nommerai pas, mais qui se sont frappés à ça. Ils ont frappé un mur, puis ils ont été obligés de prendre des pas de recul, de dire, OK, on va recommencer. Mais on va consulter les gens. Puis c'est clair aussi, l'avantage, c'est que ça améliore souvent les projets. Les projets sont plus connectés avec la collectivité qui va se sentir plus inclusive, plus inclus à l'intérieur de ça. Alors, c'est une dimension qui devient, à certains niveaux, et je dirais même plus, un avantage pour l'entreprise. Alors, c'est vraiment indéniable aujourd'hui. Il faut travailler avec la communauté puis les inclure dans nos projets. Tout à fait, c'est très pertinent. Ma vieille mère avait beaucoup d'expressions bien à elle, puis elle disait qu'il n'y a pas pire châtiment que d'ignorer quelqu'un. Ah, tout à fait. Donc, c'est ça. Fait que tout de suite, je pense qu'il y a un très beau message dans ce que tu viens de nous partager ici. Parle-nous un peu maintenant du port. Parle-nous un peu également de l'aéroport de Québec, tu sais, la position de la Chambre de commerce, puis l'importance de ces deux projets-là à l'intérieur de l'échiquier que la Chambre de commerce présente et soutient pour favoriser le développement économique puis le soutien aux entreprises. On est chanceux à Québec. On est bien positionné géographiquement. On a des liens routiers, des liens ferroviaires, un aéroport, un port avec accès à l'eau profonde. Tu sais, il ne faut pas l'oublier. On a vraiment bien positionné avec des bonnes infrastructures. Je voyais un sondage, pas un sondage, mais une étude dernièrement qui disait que les 85 des plus belles villes au monde, les plus reconnues, ont tout un port. Alors, les grandes villes se développent avec un port. Alors, tu as raison de dire que ces infrastructures-là, comment ils se développent, tout ça, et il faut continuer d'en bénéficier parce que la première qui s'est installée, c'est le port de Québec. Tu sais, il y a 400 ans. Tu sais, puis il a grossi avec le temps. Et le port de Québec doit continuer de se développer. C'est une infrastructure primordiale pour continuer de développer Québec à plusieurs niveaux. Je sais qu'ils ont plein de projets dans les cartons qui vont sûrement nous annoncer un jour, mais on le voit qu'ils veulent travailler, puis continuer de développer, puis travailler avec la communauté. Et il faut une infrastructure comme le port, parce qu'il y a plein de villes. Il y a plein de villes en Amérique du Nord, puis dans le monde qui aimeraient ça avoir un port. Et surtout la capacité d'eau. On parle de 15 mètres de profondeur. Ouais. On va aller à New York, ils sont obligés de creuser. Là. Ils n'ont pas ça. On est les seuls à avoir ça. Et le seul qui rentre le plus loin dans le continent avec le fleuve. Alors, comment le port peut bien servir à développer économiquement la ville de Québec, tout en harmonie avec le milieu? Je pense vraiment qu'ils sont là, puis il faut le faire. L'aéroport, la même chose. L'aéroport s'est beaucoup développé les dernières années. L'arrivée de Stéphane en une dimension internationale, on voit de plus en plus de vols internationaux directs. Et ça change la donne. Tu sais, si vous allez rapidement à l'aéroport, vous avez des vols directs Chicago, des vols directs New York. Et ça, c'est vrai pour nous qui veulent y aller, mais c'est vrai pour les gens qui veulent venir faire des affaires à Québec. Alors, d'augmenter l'offre de vols, ce qu'ils ont fait beaucoup les dernières années, puis continuent de faire avec l'Europe. Et ça change la donne pour nous, parce que les gens, autant que nous, on peut y aller, mais ça donne un accès économique à tous ces acteurs-là dans d'autres villes pour venir ici à Québec. Alors, il faut que ces deux entités-là continuent de se développer pour que Québec continue d'avoir une croissance économique. Ça passe par ce type d'infrastructure-là et on est chanceux de les avoir à Québec. Oui, nous sommes très choyés, puis de très bonnes infrastructures. Puis puisque tu parles de faire venir à Québec, je vais te parler également économiquement, comment on peut faire venir d'autres types d'entreprises pour augmenter la diversification de l'offre de services ici à Québec. Écoute, je vais te sortir la peine de mon chapeau, mais j'aime ça. L'accessibilité est importante. Ouais. L'accessibilité. Il faut que Québec soit accessible au monde. On a parlé dernièrement TGV, TGF. Il y a un projet qui se travaille, okay, puis qui avance très bien.
Et on croit beaucoup à ce type de projet-là. Parce que, oui, il y a des Teams aujourd'hui, il y a des visioconférences, mais les entreprises ont besoin que ce soit accessible un peu partout dans le monde. Parce que si tu veux attirer des investissements étrangers, ces gens-là, il faut que ce soit facile de venir à Québec. Mais si faut qu'ils arrêtent à Toronto, puis après ça, un vol Toronto-Montréal, Montréal-Québec, ça commence à être long un peu, là. Ouais. Alors, je parlais de l'aéroport tout à l'heure, de réussir à avoir des vols directs. Et aussi à TGV, TGF, demain matin, si on fait 1h15 Montréal, et après ça, Toronto, ça devient un game changer. Parce que ça change les habitudes des gens, ça rend accessible Québec. Puis on dit souvent, là, Québec, c'est pas c'est pas juste le point d'arrivée, mais c'est le point de départ de cette ligne-là. C'est le type d'investissement que les gouvernements peuvent faire qui peuvent aider énormément au développement d'une ville. Ça, là, TGV, TGF demain matin, c'est un game changer pour attirer des entreprises ici parce que c'est facile de venir à Québec. C'est facile pour eux, mais c'est facile, puis on parlait de l'offre de transport en commun sur le territoire de Québec, c'est facile pour les employés aussi. Parce que demain matin, si on veut attirer des gens ici et les retenir, ben, il faut les déplacer. Présentement, à Québec, majoritairement, il faut une auto. Oui. Puis les nouvelles générations ne veulent plus nécessairement avoir 2 autos. Un, ça suffit. Alors, il faut améliorer l'offre de transport en commun. On a parlé tout à l'heure. Il faut des logements. Il faut des logements abordables. C'est pour tout le monde. Alors, c'est pas juste un secteur, une affaire. On parle d'être... alors, s'il y a d'autres villes comme Montréal qui l'offrent plus facilement, ben, ils vont en tirer plus à ce niveau-là. Alors, la mobilité dans un territoire, la mobilité entre villes, que ce soit des villes américaines, que ce soit... Alors, je reviens toujours aux infrastructures. Ouais. Dans une ville comme Québec, c'est primordial si on veut avoir une croissance dans le temps. Alors, il faut toujours le garder en tête. C'est des gros investissements, c'est beaucoup de milliards, c'est dérangeant. C'est dérangeant. On va le voir avec le réseau structurant, tramway, la ville va être ouverte en 2, là. Mais ça amène la ville dans un autre niveau. J'ai une employée qui vient de Bordeaux, elle a connu l'arrivée du tramway à Bordeaux. Elle était là il y a 20 ans. C'était l'enfer. Elle dit, on ouvert la ville en 2. Puis nos bureaux qu'on travaillait, c'était en plein de vent. Mais elle dit, depuis qu'ils ont fait la première phase, tout le monde voulait une phase 2, tout le monde veut une phase 3. Et là, cette année, Bordeaux ont communiqué, ont connecté le tramway avec l'aéroport. Alors, quand tu arrives à Bordeaux, tu atterris là, tramway, tu n'as même plus besoin de prendre un taxi, tu n'as pas besoin de louer un char direct, tu peux te promener à la grandeur. Et Bordeaux se développe énormément à cause de ça, la facilité, l'accessibilité. Alors, il faut rêver grand pour Québec à ce niveau-là et ça ne se fera pas sans infrastructure majeure. Oui, puis quand on parle de changement, bien à ce moment-là, on touche à des cordes sensibles parce que c'est pas tout le monde qui est rendu, quand je dis tout le monde, autant humain, entreprise, gouvernement, qui est rendu dans ce rythme et cette cadence de changement-là qui se présente à nous. Et là, il y a de la résistance face au changement. Et quand on veut être objectif, parce que j'aime beaucoup les propos et les nuances que tu soulèves, quand on veut être objectif à l'intérieur de projets qui sont, oui, majeurs, oui, coûteux, les gens regardent pour leurs taxes, leurs impôts, etc., puis c'est légitime, c'est correct. C'est de voir aussi, mais quelle est la contrepartie à laquelle je suis prêt de m'impliquer pour avoir, parce que tantôt tu parlais là, de la conscience sociale des gaz à effet de serre, de réduire l'empreinte carbone, etc. On voit que ici au Québec, à moins que je me trompe, ils se vendent plus d'auto électriques que partout ailleurs en Amérique du Nord. Donc, il y a cette conscience-là. On va peut-être dire aussi, mais écoute, il y a un accès à l'hydroélectricité qui favorise. Effectivement. Qui favorise. Mais il reste que, on est dans ce courant-là, dans cette vague-là, pas juste une vague de chaleur comme aujourd'hui. On est dans cette vague-là. Mais je pense que chacun regarde peut-être un petit peu trop son jardin, puis on manque peut-être de vision globale et de voir l'impact global parce que d'avoir plus à mes yeux à moi, un transport qui est mieux adapté, des infrastructures mieux adaptées, mais écoute, il va y avoir moins de véhicules sur les routes. Et là, tout de suite, la population québécoise trouve que ça coûte cher. Tu sais, ça coûte cher à l'épicerie, ça coûte cher d'auto, ça coûte cher de déplacement, de stationnement, puis tout le reste. Donc, je pense qu'avec une vision plus globale, discuter, échanger, je pense qu'il y a place à beaucoup d'améliorations, puis d'avoir un cycle de changement qui se fasse plus en douceur.
Mais c'est quoi, François? Moi, je pense que c'est humain, puis ça va toujours rester dans le temps. Ah oui? Tu sais, la résistance, c'est bon parce que ça permet de se questionner, mais écoute, toi, le premier, moi, on a tous fait des travaux sur nos maisons. Ouais. Tout le monde a fait du paysagement, de l'aménagement, comme on dit, les tracteurs qui rentrent sur le terrain. Bon, mais avant de le faire, on s'est dit, bon, ça va coûter cher. On check ça, on check le budget, c'est normal. On check le budget. Après ça, pendant les travaux, c'est dérangeant. T'sais, ou refaire une cuisine, puis refaire le salon en même temps, puis aller vivre au sol. Tu sais, il n'y a personne qui trouve ça le fun. Et ça, c'est normal. Alors, quand on l'amène à une échelle d'une ville, puis qu'il faut faire des travaux majeurs, ça coûte cher. Ouais. Tout le monde qui le paye, ça. Alors, les gens sont conscients, puis c'est normal. Puis pendant les travaux, c'est pas le fun, non? Ça sera pas le fun pendant les travaux. Mais quand c'est fait, on fait « Hey, j'ai-tu pris une bonne décision? C'était plate, c'était long, ça coûtait cher, mais aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai. Ouais. » Et ça, cette fierté-là, c'est dur de l'avoir par procuration aujourd'hui pour dire... Puis on comprend les gens. Puis les grandes infrastructures du Québec se sont pas faites en criant ciseaux, puis de façon parfaite, puis sans déranger personne. Ça va déranger, mais il faut le faire. Tu sais, il faut avoir le courage de dire « Hey, il nous le faut. » Puis on croit en notre ville, puis on est fiers de notre ville, puis on va aller plus loin. Alors, qu'il y ait des résistances, c'est normal. Que ça dérange les gens, savez-vous quoi, ils ont le droit, puis ça nous arrive chez nous. Alors, mais il faut voir au-delà de ça, comment on peut continuer de développer Québec dans le temps. Et pour garder une ville attirante, puis que ce soit plus facile de se déplacer sur notre territoire, si on parle de la mobilité, mais y habiter aussi avec des logements, et ainsi de suite. Alors, je pense que les gens, ils en sont conscients, mais c'est l'étape des travaux, puis payer, c'est jamais le fun, puis ça va toujours être comme ça, je pense. C'est normal. Ouais, c'est normal, c'est humain, c'est légitime. Puis également, mais écoute, tu sais, l'effet d'avoir de la résistance au changement, puis avec l'ouverture que tu soulevais tantôt, bien, ça amène des discussions, des échanges, des débats qui sont profitables et qui peuvent faire voir une situation, un dossier ou un projet sous un angle différent, puis d'être capable d'augmenter l'acceptation sociale aussi. Tout à fait. Puis tu sais, la permanence, c'est le changement. Oui. Gardons-le en tête. Moi, je m'amuse à dire que la seule routine dans ce monde, c'est le changement. C'est ça. C'est la seule routine. Il faut juste voir comment on est capable de bien naviguer là-dedans, avec de l'écoute, comme tu t'as dit, s'écouter, se respecter. Mais à la fin, il faut avancer. Ouais. En parlant d'infrastructure, puis d'être attractif, d'attirer de nouvelles entreprises, tu as soulevé aussi un point d'attirer de la main-d'œuvre. Va être faciliter cette main-d'œuvre-là à pouvoir se déplacer, circuler sur le territoire, parce que la main-d'œuvre, il y a de la main-d'œuvre qui peut être locale, qui vient du Québec, qui vient du Canada, et de la main-d'œuvre qui vient de l'international aussi. Donc, pourquoi ce dossier-là de main-d'œuvre est aussi polarisant puis important pour Québec? Bien, c'est pas tout le monde qui le sait, mais au niveau démographique, Québec, c'est la ville qui a le plus vieilli au Canada. Entre 2011 et 2021, on a perdu 7 % de notre population active à travailler. Ça, c'est les 15-64 ans. En 10 ans, c'est énorme. C'est-à-dire les gens sont passés à 65 ans et plus, mais ils n'ont pas été remplacés un pour un 15 ans et plus. Et on est la ville avec la croissance au niveau du vieillissement de la population le plus élevé au Canada. Alors, c'est à la grandeur de la planète, à la grandeur du Canada, la main-d'œuvre, mais nous, on est champions. On a été touchés les plus forts à cause de ça. Puis on va en perdre encore 3 % entre 2021 et 2031. Alors, ça va faire 10 % sur 20 ans. Alors, c'est clair qu'il manque de monde. Puis même les 65 ans et plus grossit plus rapidement que le vieillissement. Ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent à la retraite ici, qui ont besoin de services. Alors, c'est pour ça qu'on parle autant de main-d'œuvre, parce que toute entreprise qui veut maintenir ses activités ou faire de la croissance a besoin de main-d'œuvre dans bien des cas. C'est une des solutions. Je dis bien une. Alors, ce qu'on travaille fort, puis qu'on fait beaucoup de la promotion, c'est interrégional, aller chercher des gens ailleurs dans d'autres villes autour, mais aussi l'immigration. Tout l'aspect immigration est important parce qu'on le voit, il n'y a aucune ville qui, au Canada, va pouvoir faire, au Québec surtout, de faire de la croissance juste par les naissances. Alors, il faut amener de l'immigration. Puis, dans le mémoire sur l'immigration, on a fait l'été passé, c'était vraiment mettre l'accent sur, oui, on veut de l'immigration, mais on veut des immigrants diplômés.
on veut augmenter le taux de diplomation des immigrants qui arrivent. Je m'explique pourquoi, parce que on parlait de changement tantôt. Oui. Le marché du travail change. Il y a des métiers qui existent aujourd'hui qui n'existeront plus dans 10 ans. Avec l'intelligence artificielle, avec l'automatisation, et ainsi de suite. Alors, il y a des métiers qui vont être appelés à disparaître et il y a des nouveaux qui vont se créer. Et ce qui est vu beaucoup dans les études, c'est que soit les nouveaux métiers vont demander plus d'études, vont demander plus de diplomation. Alors, ce qu'on demandait, nous autres, dans les mémoires sur l'immigration, c'est de dire, oui, mais on veut plus d'immigrants économiques qu'on appelle. Ça veut dire qu'ils vont être capables de travailler demain matin et répondre à un besoin dans le marché. Parce que si les gens arrivent avec des études puis des formations, mais on n'a pas de besoin, ils ne sont pas mieux avancés, autant l'entreprise que l'individu. Alors. Et on demandait même d'exclure tous les étudiants de l'Université Laval de ce calcul-là. On demandait plus de 50 pour dire, on les a déjà sur place. On peut-tu y sortir du pourcentage pour, justement, avec l'évolution, les changements du marché du travail, mieux répondre au marché des entreprises. Alors, parce que si on fait juste rentrer des gens qui n'ont pas des diplomations selon les besoins, là, on crée un autre problème. On crée une autre dynamique. Alors, il faut être meilleur par rapport à ça. Puis si tu me permets de continuer sur l'immigration, il faut être meilleur pour les intégrer, les garder. On n'est pas bon à Québec. Tu sais, puis là, je ne veux pas choquer personne en disant ça, loin de là, parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui travaillent très fort à l'intégration, mais collectivement, on peut faire mieux. Parce que dans le mémoire qu'on a sorti, une des choses qui nous a vraiment une claque d'en face, c'est qu'après 5 ans, il y en a 4 sur 10 qui sont partis. Incroyable. On en rentre 10, puis 5 ans après, là, il y en a 4 sur 10 qui sont partis. Puis ça diminue encore plus après 10 ans. Alors, il faut mettre le bouchon dans le fond du bain. Il faut être meilleur pour les intégrer, pour les garder. Parce que si on parle d'individus, mais on parle de la famille. Tu sais, le conjoint, la conjointe, les enfants, les écoles, les garderies. C'est tout ça, l'intégration à la langue. Il faut être meilleur là-dessus, à l'intégration. Puis, je reviens à la question de tantôt. Souvent, les immigrants vont arriver ici, ils n'ont pas les moyens d'avoir une voiture. Non. Mais l'offre de transport en commun ne leur permet pas. Essaye d'aller travailler dans un parc industriel avec transport en commun à Québec. Tu près de 30 parcs industriels, bonne chance. Puis les parcs industriels, c'est pas nécessairement des travails de 8 à 5, là. Non. Alors, c'est difficile pour eux autres. Logement, même chose. Alors, il faut... c'est pour ça qu'on dit, le 4 sur 10, pourquoi qu'ils partent? C'est-tu à cause de l'intégration, à cause de la langue? C'est-tu à cause de l'intégration, à cause du transport? C'est-tu le logement? C'est-tu les garderies? C'est les écoles? Tu sais, ils s'en vont ailleurs, ces gens-là, là. Ils ne retournent pas dans leur pays. Là. Ils s'en vont ailleurs au Canada ou aux États-Unis. Alors, il faut être meilleur à ce niveau-là, à plusieurs niveaux. Puis les gens, tout le monde en est conscient à plusieurs couches de la société, mais si on veut attirer les gens, c'est plusieurs coches qu'il faut faire. Mobilité, la langue, le logement, les entreprises aussi. Tu sais, les entreprises ont leur devoir aussi à faire en intégrant quelqu'un dans leur entreprise. La culture n'est pas la même que dans son pays. Alors, c'est tough d'arriver dans un nouveau pays, une nouvelle entreprise, il faut que je m'adapte. Alors, les entreprises travaillent fort pour l'intégration, être plus à la coche. Alors, mais c'est une nouvelle réalité parce qu'on n'a pas de code part à Québec. Tu sais, on a 10 de la population de la province, c'est Québec, mais on n'avait même pas 6 de la part d'immigration. Ouais. Alors, on a de la place. On a de la place pour en accueillir plus. Je suis d'accord avec toi. Puis en parlant de vieillissement de main-d'œuvre, j'étais dans le domaine des services financiers, comme tu sais, auparavant. Bon. Puis en 2012-2013, on parlait qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, on parlait de 1000 à 1200 personnes par jour au Canada qui atteignent l'âge de 65 ans. Donc, c'est sûr que la population est vieillissante. J'en suis la preuve. À peine. Donc, mais la population est vieillissante, puis qui dit une population plus vieille, des gens qui sont en phase pré-retraite ou directement à la retraite, et bien entendu, tant que la performance des technologies ne prend pas la place pour remplacer, et non pas remplacer l'humain, mais remplacer les vacances des humains laissés à l'intérieur des entreprises, mais là, à ce moment-là, il y a un vide qui se crée, là. Il y a un vide qui se crée, mais on parle beaucoup de main-d'œuvre depuis tantôt, l'immigration. Mais toute la technologie est un facteur important. Comme je disais tantôt, c'est pas juste pour la main-d'œuvre, c'est pas juste l'immigration, mais c'est aussi toute l'innovation. Ouais. On a sorti un sondage, une étude de la Chambre de commerce en novembre dernier, qui s'appelle l'IPS, l'Indice de performance socio-économique.
Ça fait quelques années que j'avais ça en arrière de la tête parce qu'on reçoit beaucoup de sondages. Tu me parlais tantôt d'Angus Reid et tout ça. Il y a beaucoup de sondages qui se font à plus haut niveau, mais qui comparent Québec avec des villes pas comparables. Tu sais, tu peux pas me comparer à Singapour ou à Vancouver ou à New York on voit et ça me tannait. En bas au Québécois, ça me gossait. Écoute, on compare, mais on compare pas des pommes avec des pommes. Alors, on a travaillé plus d'1 an avec une firme qui s'appelle La Viséo à dire, on est-tu capable de comparer Québec avec des villes comparables en Amérique du Nord? Et on a trouvé 8 villes aux États-Unis, 2 en Ontario, qui ont, après ça, on a pris 4 critères. Grosseur de la population, la grandeur, le nombre de population, les services financiers, parce que c'est un point majeur à Québec. On a beaucoup de compagnies au niveau financier, assurance. Services publics. On a beaucoup de services publics à Québec, dont les employés de l'État. Et le dernier, c'était le PIB. Alors, on a trouvé des villes comparables. Et on l'a sorti, des BS, en novembre dernier. Et on voyait 4 grands axes. On est-tu en avance ou on n'est pas en retard? Tu sais, qualité de vie, on est premier. Mais quand on est arrivé au niveau d'innovation, productivité, on est pas mal les derniers. Et ça, on parlait de main-d'œuvre. Un maillon faible. C'est un maillon faible, on est capable d'être meilleur. Il faut trouver le moyen. Tout le monde, partout dans le monde, l'innovation, l'intelligence artificielle, productivité, tout le monde a ces mots-là dans la bouche. Mais nous, à Québec, on a déjà un retard par rapport à ça. Il faut combler ce retard-là parce que c'est pas vrai qu'il y a des gens qui quittent, doivent nécessairement être remplacés par quelqu'un. Il y a des gens qui font des postes qui peuvent peut-être faire une tâche et demie parce qu'on vient intégrer l'intelligence artificielle. Il faut revoir notre façon de penser. C'est pas juste du 1 pour 1. Il faut vraiment re-questionner chaque poste. Il peut-tu être remplacé par l'intelligence artificielle? Et c'est-tu une autre personne qui peut le faire en partie parce qu'elle se fait aider par l'intelligence artificielle? Et ainsi de suite. Et comme je disais tout à l'heure, il y a des postes qui vont disparaître avec le temps. On l'a vu, des grandes entreprises qui ont mis des 2000 et des 4000 personnes à pied d'une shot, comme on dit. Mais en même temps, si on regarde, il y a 20 ans, des usines comme Tesla, il n'existait pas. On ne faisait pas de batterie. Ouais. On en fait maintenant. T'sais, ça fait penser un peu à ce qu'on vit là quand les ordinateurs sont sortis. Quand les ordinateurs sont sortis, tout le monde disait hey, on va perdre nos jobs. Ben non, ça a créé des nouveaux postes. Alors, l'intelligence artificielle arrive, les batteries, ça crée des nouvelles classes d'emploi. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui, pendant 20 ans, 25 ans, ils ont fait un métier, ils ont créé de l'expérience, mais on n'a plus besoin de ce métier-là, il faut qu'ils se requalifient. C'est pas toujours évident. Ouais. C'est pas toujours facile. Alors, comme on dit, la main-d'œuvre plus d'expérience, il faut changer nos approches pour les aider à apprendre les nouveaux métiers. T'sais, on ne peut pas juste leur dire, on va retourner à l'école puis va apprendre un nouveau métier. T'as peu, là. Ça fait 30 ans que tu travailles, c'est la même chose, ça ne marche pas de même. Là. Pas comme ça que ça se passe. Ben non, tu sais, nos approches, il faut les changer, il faut les améliorer, il faut les adapter à ces gens-là. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont 50 ans puis ils veulent travailler chez 70. Là. Ouais. On peut prendre ces employés-là de 20 ans. Là. Ben oui. Mais que ça fait 30 ans que tu fais la même affaire, c'est pas évident. Alors, il faut mieux adapter la formation, mieux les accompagner, parce que c'est une nouvelle réalité aujourd'hui. Il va se créer des nouveaux corps de métier, mais des nouveaux corps de métier amènent des nouvelles formations, des nouveaux accompagnements. Oui, puis tu vois, tu touches encore un sujet qui nous ramène à un point de tantôt, le changement, la gestion du changement, l'acceptation aussi du changement. En 2019, j'ai mis la main sur un rapport, une étude de la firme Robert Half, une firme RH internationale. Puis cette étude-là disait et prévoyait que 70 en 2019, que 70 des emplois de 2030 n'étaient pas connus en 2019. Donc, il y a toute une transformation qui se fait. Bien entendu, c'est légitime, ça appartient à l'être humain quand il y a du changement successif, puis sans entrer dans la pandémie puis les affres de la pandémie, pour moi, la pandémie, la COVID a été un accélérateur de changement. Donc, quand on a rentré là-dedans, ça fait prendre conscience de plusieurs éléments, entre autres au niveau technologie, innovation. Est venu, bien entendu, s'accentuer le manque de main-d'œuvre dans beaucoup d'entreprises. Donc, tous les processus se sont mis en place pour accentuer, mettre le pied sur l'accélérateur puis devancer des projets qui auraient pu prendre forme 5 ans, 10 ans plus tard. Mais là, tout de suite, là, ça roule à fond de train. Donc, je pense que c'est légitime, c'est humain.
Et moi, je parle des 4 savoirs. Dans les 4 savoirs, il y a le savoir pur, donc l'information de base. On a le savoir-faire, donc le savoir-faire au niveau des compétences. Le savoir-être au niveau des attitudes et des comportements. Et c'est là où je trouve important, parce que je n'ai vécu du changement puis de la transformation technologique et numérique dans le domaine où j'étais auparavant. Ça s'est fait à vitesse grand V aussi. Mais je reviens à mes 4 savoirs. Donc, les 2 premiers savoirs, on est en mesure d'intégrer de la technologie aujourd'hui et de valoriser l'être humain dans de nouveaux rôles, de nouveaux postes, nouvelles fonctions, et le valoriser par son travail, par son éducation, ses apprentissages, mais le valoriser également monétairement dans des emplois qui sont plus logiques, qui sont moins durs physiquement et qui demandent à l'être humain de prendre sa place. Et ça va nous permettre d'atteindre le 4e savoir. Donc, c'est le savoir durable. Et là, tu viens de parler d'innovation puis de création de valeur. C'est ça que ça permet. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, on va toujours avoir besoin quand même de tu sais, on parlait de transport en commun tout à l'heure, de main-d'œuvre manuelle. Oui. Ça se construit, ça. Il y a besoin de gens qui vont être prêts à continuer ces métiers-là aussi dans le temps. Alors, tous les métiers doivent être valorisés différemment, mais effectivement, c'est un changement qui se fait beaucoup plus rapidement que dans les générations passées. Oui. L'accélération, là, tout le monde a déjà entendu dire, en telle année, ça a pris 400 ans avec telle nouvelle technologie. Après ça, il s'est passé juste 50 ans avec telle technologie. Puis là, c'est à coup de 5 ans puis à coup d'années. Là. Oui. Alors, c'est l'enjeu présentement, c'est que c'est pas que les gens sont pas prêts au changement ou l'accepter, c'est que ça va vite. Ça va plus vite que ça n'a jamais été. Et cette vitesse-là, comment on est capable de la faire ralentir pour permettre aux gens de le faire, ce changement-là? Parce que la vitesse est différente présentement des changements. Oui. Puis tu as raison, il y a plein de métiers qu'on ne sait pas encore, d'autres qui vont disparaître. Mais il va toujours avoir des besoins. Là. L'intelligence artificielle va juste venir aider, accélérer, mais effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Ça n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Là. Tout à fait. Pour fermer la fenêtre sur l'immigration, sur la main-d'œuvre, maintenant, quelles sont les stratégies ou les actions concrètes là, qui sont issues de vos réflexions au niveau de la Chambre de commerce pour favoriser d'aller un pas plus loin dans ce dossier-là? Dans le dossier de l'immigration, écoute, nous, notre rôle, c'est d'influencer beaucoup. Tu sais, la Chambre de commerce, on n'a pas d'expertise dans plusieurs domaines. Le but, nous, c'est de dire comment on peut influencer les entreprises, comment on peut influencer les paliers gouvernementaux vers les besoins qui sont à combler. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on fait beaucoup des études, des sondages, des mémoires, des recherches pour dire, regarde, écoutez, là, il faut investir à tel endroit. Là, il faut investir à tel endroit. Et là, c'est là qu'on joue notre pouvoir d'influence au niveau stratégie. Il faut être un pas en avance avant nos gouvernements, avant nos entreprises. Il faut voir les choses. Parce que, comme je disais, ils travaillent, ils n'ont pas le temps de commencer souvent à faire des réflexions. Puis tout ça. Alors, nous, notre rôle, c'est de faire ces réflexions-là pour donner des conseils. Je parlais de la vision 2035 de la Chambre de commerce. C'en est une des stratégies à dire. On a fait faire une étude avec des focus groups, avec des sondages, pour dire en 2035, c'est quoi que la ville a de besoin pour se développer. Et on a sorti 3 axes. Déployer les atouts de Québec pour la rendre plus attractive, mobilité moderne, innovation et entrepreneuriat. On avait 3 axes. Et là, on arrive, puis là, on prend notre baluchon, puis là, on fait le tour des paliers gouvernementaux, des investisseurs. Regarde, c'est ça que Québec a de besoin. C'est comme ça qu'on va se développer. Voici nos enjeux, et ainsi de suite. Alors, c'est comme ça qu'on travaille pour influencer dans le bon, comme on dit, dans le sens du terme. Prenez le Pont de Québec. Ça fait plus de 10 ans que la Chambre de commerce parlait du Pont de Québec, de le faire. On avait fait une étude économique, on avait fait un forum économique, on a fait, après ça, on a remis des études au gouvernement pour dire qu'est-ce que vous devriez faire. Puis bon, dernièrement, on a vu le rachat. C'était en plein en ligne avec nos recommandations. Ça a pris 10 ans, mais c'était en ligne. On a influencé pour aller vers ça. Réseau structuré de transport en commun, ça fait 20 ans qu'on en parle. On avait fait un forum économique en 2007 sur plein de projets présentés, les meilleurs pour la Ville de Québec. Celui qui avait gagné, voté par les gens d'affaires, c'était le tramway. Ouais. À 400 millions dans ce temps-là. Là. Mais tu sais, on le dit en riant, mais c'est comme ça, on sème des graines, puis on est porteur après ça de ces messages-là. On est porteur
de ces projets-là. C'est comme ça qu'on influence stratégiquement les décisions de nos décideurs ici à Québec. Oui, tout à fait. Très pertinent. Maintenant, tantôt, d'entrée de jeu, je parlais du fameux sondage Angus Reid. Oui. OK? Donc, on disait dans ce sondage-là, c'est février-mars, je pense, dans ce coin-là. Donc, on disait que ça faisait 20 ans que cette situation-là, puis c'est une légère décroissance, mais c'est une décroissance que ça s'était produit à Québec. Donc, quelle est la lecture que vous en faites à la Chambre de commerce de cette étude-là, de ce rapport-là, Angus Reid? C'est clair que quand on l'a vu en premier, on n'a pas fait « yes », on est content. Après plus de 20 ans de succès, je pense que ça a été un bon retour à la réalité. Écoute, là, il faut rouler nos manches, puis si on veut rester dans le haut du palier, qu'est-ce qu'on a devant nous? C'est sûr que déjà, on le sait que 2024 va nous permettre de revenir, 2023 va permettre de revenir de façon positive. Ça, c'est clair. Et 2024 va être encore meilleur. On est bon, OK. C'est-à-dire qu'il y a déjà des actions. 2, on a comme, tu sais, nos partenaires économiques ne vont pas changer. T'sais, ça reste beaucoup les États-Unis. Les États-Unis vont bien, ils sont en croissance. Alors, c'est clair que c'est positif pour l'avenir à ce niveau-là. Mais c'est sûr que, puis on parlait beaucoup dans ce rapport-là, le ralentissement au niveau immobilier. Mais il faut le prendre avec un bémol. Quand l'année d'avant, il y avait eu un record de chantier, puis on est revenu au niveau d'avant de croissance, il faut faire attention un petit peu à l'interprétation qu'on fait de ces chiffres-là. Parce que j'ai un ancien président qui disait toujours, quand ça va bien, pense-toi pas trop fin. Quand ça va mal, t'es peut-être pas si mauvais que ça. Alors, il faut faire attention quand on regarde ce type de sondage-là, à dire, OK, voici la réalité, parce que c'est quand même une réalité, c'est une décroissance, mais on se positionne où, comment? C'est sûr que quand le tramway sujet, le réseau structurel a été réfléchi ici à Québec, ça n'a pas été réfléchi dans un cadre de croissance économique. On est répondre à un besoin de transport commun à Québec. Sauf que c'est clair que ça va amener beaucoup d'investissements à Québec. Ouais. Il y a beaucoup de corps de métier qui vont travailler. Ce ne sera pas juste des pépines. Ce ne sera pas juste des... Tu sais, les gens qui vont... pas juste au pic papel. Non, les gens qui vont travailler ici, il va falloir les loger. Ouais. Tu sais, les hôtels qui vont être utilisés, il va falloir qu'ils mangent, ces gens-là. Il va falloir qu'ils lavent leur linge, les buanderies. Il va falloir... Tu sais, il y a plein de corps de métier, plein de secteurs d'activité qui vont être stimulés par ces travaux-là. Alors ça va être bon pour le développement économique. Ensuite de ça, on a tout l'immobilier qui est prêt à lever. T'sais, on voyait les statistiques là, juste avant les fêtes, on parle de 2 milliards qui est prêt à lever. L'argent est là, les projets sont là. Alors ça aussi, ça va stimuler l'économie. Alors, quand on a regardé une Reid, on s'est reculé et on a dit, OK, qu'est-ce qu'il y a sur la planche à dessin? On n'a-tu rien? Parce que partir des projets de même, c'est quand même très, très long, beaucoup d'années. Ouais. En fait, non, on n'a pas rien. On a plein d'autres choses qui peuvent se partir. À ça, on parlait du port, il y a sûrement des projets dans les cartons. L'aéroport, il y a des projets dans les cartons. On parlait de TGV, TGF, qui, à l'automne, les consortiums déposent à l'automne là, qui vont choisir le consortium pour le construire. Ce serait le fun qui commence par Québec. Ils veulent le faire plusieurs phases. Je dis à Martin Blot, ce serait bon de commencer par Québec et Montréal. Mais imagine qu'il commencerait par Québec. Ça va stimuler ça aussi. Alors, je pense que c'est plus ça que ça a amené comme réflexion. Qu'est-ce qu'on a? Puis ça, je parle beaucoup d'infrastructure depuis que je suis arrivé, mais on a une grappe à Québec d'entrepreneurs géniaux, brillants. On a juste à penser à l'optique photonique ici à Québec. On a des leaders mondiaux en optique photonique. C'est ici à Québec, mais c'est comme méconnu, très peu connu. On a l'INO, un centre incroyable avec Quantino qui développe des incubateurs au niveau technologique, qui aide les entreprises à commercialiser des brevets. Alors, on a des secteurs qui vont quand même bien à Québec, puis il faut continuer de les supporter puis de les développer. Ça, souvent, c'est les paliers gouvernementaux, on va dire, continuer de les aider parce que ça aide nos entreprises. Mais on a tout ça à Québec, là. On a vraiment des secteurs technologiques importants. Alors, quand je dis qu'on est en retard d'innovation, oui, et on a ce qu'il faut pour le rattraper, ce retard-là. On a les bonnes personnes, on a les bonnes institutions. Alors, c'est juste qu'on les connaît moins, puis il faut continuer de les financer, puis de les supporter financièrement, parce que, d'après ça, supporte nos entreprises qui se développent. Comment faire pour les faire connaître, ces entreprises-là, ces entrepreneurs-là? Parce que tu me parles d'éléments que je ne savais même pas, mais comment faire pour le rendre plus accessible, cette information-là, puis de voir qu'est-ce qui se passe? Ça fait partie de la vitalité actuelle et potentielle de notre ville. On les reçoit à la Chambre de commerce.
Je dis ça en riant, mais c'est comme ça. On a fait un forum économique sur l'innovation en intelligence artificielle en février dernier. T'sais, on avait Alain Chandonnet qui était là, puis on reçoit dans nos déjeuners causeries cette année Alain Chandonnet en entrevue. Souvent, c'est plus de 300 personnes qui viennent assister à ces dîners, conférences-là pour faire connaître ce qu'ils font. Alors, souvent, c'est un de nos rôles. Tu disais tantôt, la Chambre de commerce, faire connaître les entreprises d'ici, les personnes d'ici qui font des bonnes choses. Alors, c'est une des manières de les faire connaître. Présentement aussi, ce matin, j'étais en train de prendre des photos parce qu'on fait le mois des membres au mois d'octobre. On fait depuis la 4e année qu'on fait connaître des entreprises d'ici. Alors, c'est des entreprises qu'on va filmer, on va chez eux. Gala des Fidéides à chaque année. Ouais. C'est un gala que j'invite les gens à venir. C'est un gala qui a plus de 700 personnes, près de 70 entreprises qui sont finalistes. Et c'est souvent dans ce gala-là, on a des vidéos qui les feront connaître, ces gens-là. Et c'est ça notre rôle de le faire. Alors, c'est sûr que nous, on a un rôle à faire plus connaître les entreprises comme Chambre de commerce. On le fait, il faut le faire encore plus dans les prochaines années parce qu'on a vraiment des entreprises extrêmement... puis c'est des niveaux mondiaux, là. Des Expo de ce monde, des Coveo, des Optel, c'est des joueurs Préviant, c'est des joueurs mondiaux, là. Mais ils sont ici à Québec. T'sais, ils sont ici, ils sont dans notre cours, mais ils sont moins connus, mais c'est des superbes entreprises. Il faut en être fier de ces entreprises-là. Globalement, comment se porte et se comporte dans une vie économique là, qui est en mouvement, là, mais comment se porte et se comporte l'entrepreneuriat à Québec? L'entrepreneuriat à Québec va très bien parce que, comme je disais, on a beaucoup d'entrepreneurs brillants qui développent beaucoup de nouveaux projets. Mais l'entrepreneuriat a besoin de reprenariat. Ouais. Présentement, la crise qu'on vit est beaucoup au niveau du reprenariat. On a besoin de plus de personnes prêtes à reprendre des entreprises. On me semble, on le dit depuis 10 ans, 15 ans, mais là, c'est encore pire. On est dans une vague, là. On est dans une vague très difficile pour les entreprises. Alors, il faut vraiment trouver plus d'entrepreneurs pour venir reprendre les entreprises parce qu'ils disent « Ouais, mais ils vont se faire racheter. » Pas nécessairement, ils vont fermer. Oui. On a vu des entreprises carrément fermées. C'est le danger. C'est le danger parce qu'il n'y avait vraiment personne pour reprendre l'entreprise et ça, c'est triste. Alors, il faut stimuler l'entrepreneuriat. C'est un beau métier, c'est un beau parcours. Il faut le valoriser, l'entrepreneuriat à Québec, partout dans le monde, mais à Québec, il faut chez nos jeunes générations, il faut le stimuler. Et il faut les encourager. Et c'est un des plus beaux métiers du monde. Il y a des intrapreneurs et des entrepreneurs, mais il faut en parler. Parce qu'il faut vraiment stimuler la jeunesse à reprendre plus les entreprises existantes déjà. Il n'y a pas tellement longtemps, je recevais sur un direct ici Pierre Graff du Réseau des jeunes chambres de commerce du Québec et notre sujet était le reprenariat. Ben oui. Donc, c'est ça. Fait que, mais c'est un des points clés du Réseau des jeunes chambres de commerce du Québec et selon les chiffres là, qui circulent, entre autres ceux qui proviennent du CETEC, du Centre de transfert d'entreprises du Québec, on est passé avant COVID de 17-18 000 entreprises connues qui étaient en situation potentielle de revente, de transfert, à plus de 42 000 c'est fou, hein? Après la COVID. C'est fou comme chiffre. Donc, c'est un élément déclenchage. Pour ça, je disais tantôt, la COVID, là, ça a été un processus d'accélération de changement. Donc, il y a beaucoup de potentiel, mais je suis d'accord avec toi, il y a une éducation, une sensibilisation à faire. L'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement un long fleuve tranquille. Ça a son lot d'avantages, d'inconvénients, il n'y a rien de facile. En même temps, mais en termes de valorisation, puis de mettre au profit de la personne et de la population, puis de la société, des talents qui sont vraiment méconnus. Donc, je pense que c'est vraiment le fun et valorisant. Oui, puis il faut valoriser. Je reprends ton mot, il faut valoriser l'entrepreneuriat. Et les plus beaux moments que j'ai vécus dans ma carrière, dans mon ancienne vie de financier, c'est de visiter des entreprises et de vivre un peu par procuration toute la fierté d'entrepreneur qui a réussi, la fierté de ses employés. Moi, les plus beaux discours qui m'ont le plus touché, c'est les entrepreneurs qui ont passé à travers, ils ont fait croître leur entreprise, ils l'ont amené à un autre niveau, ils ont fait ça avec leurs employés. Alors, je pense que c'est une des choses les plus gratifiantes qui peut se faire.
Et alors, il faut vraiment mettre en valeur l'entrepreneuriat, en être fier de nos entrepreneurs d'ici, parce qu'on a des maudits bons entrepreneurs ici à Québec. Maintenant, une autre question pour toi. Tu sais, face aux entrepreneurs qui sont déjà actifs, qu'ils soient membres ou pas de la Chambre de commerce, parce que je sais que vous avez une vision très large et inclusive aussi. Donc, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin actuellement, là, globalement, là, ces entrepreneurs-là, là, pour être en mesure de continuer d'alimenter leur développement, puis en même temps, de soutenir la vitalité économique de la ville? 3 choses. Vas-y. Du temps, de l'argent, puis de la connaissance. C'est les 3 points majeurs. Puis il les faut en même temps, en passant, j'ai oublié. Il les faut. C'est les faut en même temps. C'est important. Puis je dis ça parce que, tu sais, je parlais, on fait beaucoup d'études, des sondages, puis on a des sondages qu'on a fait dernièrement sur l'innovation. C'est quoi les plus grands freins? C'était les 3 premiers qui sortaient. Le temps premier, l'argent et la connaissance. Et il les faut en même temps. Comme je dis dans mon ancienne vie, j'ai vu plusieurs entreprises et c'est drôle, je voyais des entreprises qui avaient la connaissance. C'est-à-dire, c'est quoi la technologie qui peut venir m'aider? C'est quoi l'innovation? C'est quoi? Qu'est-ce que dans mon secteur? Qu'est-ce qui peut m'aider? Les gens ne le savent pas, souvent. Mais mettons que je le sais. Parfait, je le sais. J'ai-tu l'argent pour l'acheter? J'ai-tu l'argent pour faire l'investissement? Est-ce que je vais avoir mon retour sur investissement? Mettons que je l'ai. Ben là, j'ai-tu le temps de le faire? Mes employés ont-tu le temps de le faire? Alors, puis j'ai vu des entreprises, à plusieurs reprises, avoir la connaissance, avoir l'argent, mais pas avoir le temps de le faire. J'ai déjà vu des équipements de millions de dollars dans des fonds des entrepôts pour améliorer la chaîne de montage, pour l'accélérer, tout ça, et on n'a pas le temps de l'installer. Puis on parle d'années, là. Ouais. On fait 2 ans que c'est acheté, que c'est là. On n'a pas le temps de l'installer. Ou les gens disent, ben, j'ai du temps, mais j'ai pas l'argent. Mais j'ai pas la connaissance. Je sais pas, qu'est-ce qui peut m'aider? Alors, ces 3 facteurs-là, puis je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître, dire, il les faut, mais il les faut en même temps. Et c'est là la difficulté. Parce que vous allez parler à des entrepreneurs, il y en a qui vont dire, à peu près 7 sur 10 vont dire, je sais ce qu'il me faut, mais j'ai pas le temps de le faire. Puis là, on a la connaissance, mais j'ai pas le temps de le faire, ou j'ai pas l'argent. J'ai carrément pas l'argent. Alors, c'est vraiment des points qui reviennent beaucoup. Alors, comment on peut, comme société, puis là, je parle de tous les acteurs, que ce soit gouvernementaux, que ce soit les organisations, que ce soit les villes, pouvoir les aider à sauver du temps, pouvoir les aider au niveau monétaire, pouvoir les aider au niveau connaissance pour les contacts. Alors, il faut vraiment travailler à ces 3 paliers-là tout le temps pour les aider, mais comme je dis, c'est jamais les mêmes, c'est jamais en même temps, c'est jamais... Alors, c'est plus complexe qu'on le pense, mais c'est les 3 majeurs qu'il faut y mettre du temps. OK. Puis, y a-t-il des stratégies ou des actions qui viennent sur la table de se présenter à la Chambre de commerce pour être un acteur qui vient soutenir là, et favoriser que ces 3 éléments-là se placent ensemble? Bien, une des choses qu'on fait, c'est de faire connaître les programmes, puis qu'est-ce qui peut les aider. OK. Parce qu'il y en existe. Si on va à la Ville de Québec, ils ont des programmes, ils ont des subventions, mais c'est plus méconnu. Comment on peut les aider à matcher? Excusez-moi l'expression. Oui. À les matcher ensemble. Encourager les incubateurs. Rien de mieux qu'un incubateur qui peut aider. On regarde présentement sur un programme qu'on veut développer sur comment avoir un genre d'incubateur, mais pour tous les entrepreneurs, peut-être un peu un point de chute pour les diriger vers les bonnes places. Il dit, ben écoute, t'as pas le temps, mais moi, parle-moi de ton entreprise, je vais te trouver c'est quoi, moi. Ouais. Je vais te donner du temps. Là, on travaille sur un projet comme ça présentement. Alors, c'est vraiment vers ça que la Chambre de commerce se dirige de plus en plus pour être capable, à la lumière de ce sondage-là, on s'est assis, on dit, ben, comment on est capable de marier les droits? Il est venu un projet qui s'appelle Mécène, qu'on travaille présentement dessus, qui est un projet de long terme. Mais le but, ça va être de dire, ben moi, je suis un entrepreneur, j'ai besoin d'aide. Ben, comment on est capable? Mais ne pas remplacer les acteurs qui sont pas en place. C'est pas ça qu'on veut. On veut être un genre de mutualisation pour dire, ben moi, parce que sont là les organismes pour les aider, les entrepreneurs. Puis souvent, il y a de l'argent. Mais il manque de temps et de connaissances. Alors, comment on est capable, nous, pour l'entrepreneur, le marier ensemble? Alors, c'est un des projets qu'on travaille présentement. Dis-moi, dernière question pour toi, Steve, parce que là, on tire sur la fin. Déjà? Oui. Ça va vite. Un mot sur la vision économique 2035.
Parle-nous de Vision économique 2035. Écoute, j'ai parlé des 3 axes tantôt. Déployer les atouts de Québec. Québec, c'est une belle ville, belle fière. Il faut continuer de déployer nos atouts pour attirer des investisseurs, attirer des main-d'œuvre, attirer les capitaux, et ainsi de suite. Parler de mobilité moderne. Oui, un réseau structuré en transport en commun. Après ça, desserte des banlieues, desserte de nos parcs industriels. Tout faire ça, aussi le transport des marchandises sur le territoire. Tu sais, s'il y a une chose que la pandémie nous a appris, c'est que le secteur du transport, c'est un secteur essentiel. Oui. Aux douanes, il n'y a plus personne qui passait à part les camions. Oui. Parce que les hôpitaux ont besoin de marchandises, les épiceries, et ainsi de suite. Alors, comment on est capable de conjuguer ça? Puis le dernier, innovation, entrepreneuriat. Il faut continuer de valoriser l'entrepreneuriat, on en parlait tantôt, développer l'innovation, rapprocher l'université. On est chanceux, on a une université ici à Québec. Avec les besoins du marché des affaires, continuer de les rapprocher ensemble pour trouver la manière de développer plus de brevets, investir dans des endroits comme Inno, Quantum, et ainsi de suite. Alors, c'est ça la vision. Il faut tout le monde travailler ensemble, puis pas avoir peur, justement. Si on a un parterre à faire, il faut des fois défaire puis refaire, mais garder ça en tête. Il faut continuer de développer, puis jamais arrêter dans ce changement-là de se développer pour les générations futures, puis être attirant, puis de garder nos gens ici. Il faut garder notre monde ici, et ça, on va le faire collectivement ensemble. Si je me transforme en magicien, tiens, je deviens le génie de la lampe d'Aladin, puis je te permets un vœu. Oh, tu m'avais pas... T'avais pas vu celle-là. Je te permets un vœu, là, dans ton rôle, là, OK, de président, chef de direction, là, pour la Chambre de commerce, ça serait quoi? Hey, c'est une bonne question. Je suis content. Hey, je l'avais pas vu venir. Ben, je vais t'avouer une chose. Moi, je suis extrêmement fier de la Ville de Québec. Je suis pas d'ici, mais je suis d'adoption depuis 15 ans. Puis, j'aimerais ça que Québec devienne un leader mondial au niveau de tout ce qui est innovation, environnement, ESG. Tu sais, qu'on devienne des leaders mondiaux à ces niveaux-là. Tu sais, que tout le monde en parle d'ESG, tout le monde en parle de développement durable, tout le monde parle d'environnement, tout le monde parle... Qu'on devienne des leaders mondiaux, puis qu'on parlait d'optique photonique tout à l'heure, ça se fasse plus connaître. Je voudrais vraiment qu'on soit... tout le monde en 2035 dans le monde parle de Québec, dit hey, Québec, c'est une ville du futur où il fait bon vivre, les gens sont heureux et on est en avance sur d'autres à plusieurs niveaux. Ce serait vraiment mon rêve. Ah ben écoute, je vais exaucer ton vœu. Hey, j'aimerais ça. Steve Lavoie, merci. Merci François d'invitation. Merci aussi aux personnes qui ont pris leur temps pour nous écouter, pour faire partie de nos discussions, de nos taquineries aussi ce midi. Puis à très bientôt pour un prochain Direct Lincoln. Et faisons en sorte que le vœu de Steve puisse se matérialiser. Merci tout le monde. Bye bye. Merci.